Imaginez une porte, quelque part dans le vide, qui relierait instantanément deux points de l'univers séparés par des milliards d'années-lumière. Une porte que la physique elle-même n'exclut pas. Depuis des décennies, la science-fiction l'appelle un trou de verre. Mais voici la question que presque personne ne pose correctement. Cet objet a-t-il jamais existé ailleurs que dans les équations? Ou pire, ailleurs que dans l'imagination des scénaristes? Vous allez le découvrir, mais pas comme on vous l'a raconté. Car la vérité, cette fois, est presque aussi vertigineuse que le mythe. Voici un fait que la plupart des documentaires oublient de dire. Les trous de verre ne sont pas nés dans un studio de cinéma. Ils sont nés en 1935, dans un article scientifique signé par deux physiciens travaillant à Princeton. L'un d'eux s'appelait Albert Einstein. Oui, cet Einstein-là. Ce que lui et son collègue cherchaient n'avait rien à voir avec le voyage spatial. Ils cherchaient à réparer un défaut mathématique dans leur propre théorie. Et sans le vouloir, ils ont dessiné, sur le papier, un pont entre deux régions de l'espace-temps. Ce pont porte aujourd'hui leur nom, le pont d'Einstein-Rosen. Mais entre cette feuille de calcul de 1935 et l'image d'un vaisseau traversant un anneau lumineux dans un film comme Interstellar, il y a plus de 80 ans de physique, de correction, de désillusion et une poignée de découvertes qui ont failli rendre l'impossible presque plausible. Presque. Le mot compte, car entre la géométrie qui autorise un trou de verre et la matière qui permettrait réellement de le traverser, se cache l'un des plus grands casse-têtes non résolus de la physique moderne. Il existe un obstacle, un seul, mais gigantesque, pour maintenir un trou de verre ouvert assez longtemps pour qu'un vaisseau, ou même un simple rayon de lumière, puisse le franchir. Il faudrait une forme de matière qui n'a jamais été observée en quantité utile nulle part dans l'univers connu. On l'appelle la matière exotique. Et la seule preuve expérimentale qui s'en approche tient sur le bout d'un ongle, littéralement mesuré en laboratoire entre deux plaques de métal séparées de quelques microns. En 2017, des titres de presse ont annoncé que des physiciens avaient créé un trou de verre en laboratoire. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle. Ce que ces titres ne disaient pas, de quel univers parlait-on, et si un seul photon avait vraiment traversé quoi que ce soit. La réponse est beaucoup plus subtile, beaucoup plus fascinante, et beaucoup plus honnête que ce que les gros titres ont laissé croire. Nous allons démêler, étape par étape, ce qui est prouvé, ce qui est calculé, et ce qui reste, à ce jour, pure spéculation mathématique. Voici le parcours que nous allons suivre ensemble. D'abord, la naissance du pont en 1935. Ensuite, pourquoi la version la plus simple de ce pont s'effondre plus vite que la lumière ne peut la traverser. Puis, l'énergie négative, seule clé capable, en théorie, de garder la porte ouverte. Le plan d'ingénierie théorique, publié en 1988 par Kip Thorne, celui-là même qui conseillera Hollywood des décennies plus tard. Et enfin, la conjecture la plus étrange de la physique du XXIe siècle, et si l'intrication quantique et les trous de verre n'étaient, au fond, qu'une seule et même chose. Une règle va nous guider du début à la fin de ce voyage, et je vous demande de la garder en tête. Chaque fois qu'une affirmation appartient aux mathématiques pures, nous le dirons clairement. Chaque fois qu'elle appartient à une observation réelle, confirmée par des instruments, nous le dirons tout aussi clairement. Aucun mélange, car c'est précisément là que se joue toute l'histoire des trous de verre, dans la frontière ténue, presque invisible, entre ce que l'univers autorise sur le papier et ce que l'univers a réellement choisi de construire. Alors installez-vous. Nous n'allons pas vous vendre un vaisseau spatial capable de traverser la galaxie en une nuit. Nous allons vous montrer quelque chose de plus rare, la vraie frontière entre le rêve et la physique. Et cette frontière commence, comme presque tout dans ce domaine, avec un homme qui regardait fixement une équation, convaincu qu'elle cachait encore un secret. Nous sommes en 1935, à Princeton, dans un bureau qui allait changer, sans bruit, la façon dont l'humanité imagine l'espace lui-même. Tout commence avec un problème d'échelle que l'esprit humain a du mal à digérer. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, se trouve à un peu plus de 4 années-lumière. À la vitesse du vaisseau le plus rapide jamais construit par l'humanité, il faudrait environ 70 000 ans pour l'atteindre. Notre galaxie, la Voie lactée, s'étend sur 100 000 années-lumière. Et selon la relativité restreinte d'Einstein, publiée en 1905,
Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans l'espace ordinaire. Cette limite n'est pas une contrainte technique que l'ingénierie future résoudra. C'est une structure fondamentale de notre univers. Alors, si l'on ne peut pas aller plus vite, reste une autre option, bien plus radicale. Ne pas parcourir la distance du tout. Plier la route elle-même. C'est exactement l'idée qu'un pan entier de la physique théorique a pris au sérieux depuis près d'un siècle. En 1915, Einstein publie la relativité générale, une théorie qui change radicalement la définition même de la gravité. Ce n'est plus une force invisible tirant les objets les uns vers les autres, comme le pensait Newton. C'est la conséquence directe de la courbure de l'espace-temps, ce tissu à 4 dimensions, 3 d'espace, 1 de temps, que la masse et l'énergie déforment. Une étoile creuse un puits dans ce tissu. Une planète roule le long de la pente. C'est cette courbure, purement géométrique, que nous ressentons comme le poids de notre propre corps. Or, si l'espace-temps peut se courber, se plier, se creuser, la question suivante devient presque inévitable pour un physicien rigoureux. Jusqu'où cette courbure peut-elle aller? Peut-elle, dans certaines conditions extrêmes, se replier sur elle-même au point de connecter 2 régions normalement séparées par une distance immense? C'est précisément cette question qui donne naissance, sur le papier, à ce que l'on appelle aujourd'hui un trou de verre, ou, plus formellement, un pont d'Einstein-Rosen. L'idée géométrique est simple à visualiser, même si sa réalité physique est tout sauf simple. Au lieu d'un espace plat, où 2 points sont reliés par une seule route en ligne droite, imaginez une feuille de papier que l'on courbe jusqu'à ce que 2 zones éloignées se touchent presque, puis un tunnel qui les connecte directement à travers le pli. Ce n'est pas un trou noir. Un trou noir est un piège à sens unique, une région dont rien ne ressort, pas même la lumière. Un trou de verre, dans sa version théorique, serait un passage à double entrée. Mais attention, à ce stade de notre histoire, aucune observation, aucun télescope, aucun instrument n'a jamais détecté un tel objet dans l'univers réel. Nous sommes encore entièrement dans le territoire des équations. Bien avant que la physique ne s'empare du concept, l'idée d'un raccourci à travers l'univers habitait déjà l'imaginaire humain, sous des formes diverses, des portes mythologiques, aux récits de voyages instantanés. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le mot trou de verre, lui-même, n'est pas né dans un roman. C'est un physicien, John Wheeler, qui l'invente en 1957, en cherchant une image simple pour décrire un tunnel topologique reliant 2 feuillets de l'espace-temps, comme un verre qui creuse un passage direct entre 2 points éloignés à la surface d'une pomme, plutôt que de ramper tout autour. L'image a fait mouche, elle est restée. Mais au moment où Wheeler la propose, l'essentiel du travail mathématique remonte déjà à plus de 20 ans en arrière, à un article publié en 1935 que presque personne, à l'époque, ne considère comme une porte vers un autre monde. Il est important de comprendre une chose avant d'aller plus loin. Les trous de verre ne sont pas un sujet marginal, réservé à des amateurs de science-fiction déguisés en scientifiques. Ils ont été étudiés par certains des esprits les plus rigoureux du XXe et du XXIe siècle. Albert Einstein lui-même, puis Nathan Rosen, John Wheeler, Kip Thorne, futur lauréat du prix Nobel de physique en 2017 pour la détection des ondes gravitationnelles, et plus récemment, Juan Maldacena, l'un des théoriciens les plus cités de sa génération. Ce pédigré scientifique ne prouve évidemment pas que les trous de verre existent. Il prouve seulement qu'ils constituent un problème mathématique légitime, suffisamment intéressant pour occuper des carrières entières. Et cette nuance, légitime sur le papier, non confirmée dans la réalité, va nous accompagner tout au long de cette enquête. Voici un point technique essentiel pour comprendre tout ce qui va suivre. Les équations de la relativité générale, dans leur forme la plus générale, relient la courbure de l'espace-temps à la distribution de matière et d'énergie qui s'y trouve. Mais ces équations, remarquablement, ne vous disent pas quelles distributions de matière sont physiquement raisonnables. Vous pouvez, en principe, partir d'une géométrie exotique que vous imaginez, un tunnel, un pont, une forme torturée de l'espace, et calculer, à rebours, quelle matière devrait exister pour produire cette géométrie. C'est exactement ce que l'on appelle une solution mathématiquement valide, mais physiquement non garantie. Les trous de verre naissent presque tous de cette manière. On part de la forme désirée et l'on découvre ensuite ce qu'il faudrait, en théorie, pour la fabriquer. La suite de cette histoire, c'est précisément la longue tentative de la physique pour répondre à cette question. Cette matière nécessaire existe-t-elle quelque part dans notre univers? Et cette tentative commence exactement là où nous l'avons promis. En 1935,
dans un article signé par deux hommes qui ne cherchaient absolument pas à inventer une machine à voyager dans l'espace. Ils cherchaient à résoudre un problème bien plus terre-à-terre, presque philosophique. Comment décrire une particule, comme un électron, sans faire s'effondrer les mathématiques dans un point de densité infinie? Leur solution allait, sans qu'ils l'aient pleinement anticipé, dessiner la toute première carte géométrique de ce que nous appelons aujourd'hui un trou de verre. En 1935, Albert Einstein travaille à l'Institute for Advanced Study de Princeton, aux côtés d'un jeune physicien israélien nommé Nathan Rosen. Ensemble, ils publient dans la revue Physical Review un article au titre presque austère: Le problème de la particule dans la théorie générale de la relativité. Leur objectif n'a rien de spectaculaire en apparence. Ils veulent décrire une particule élémentaire, comme un électron, à l'intérieur même du langage de la relativité générale, sans avoir besoin d'un point mathématique de densité infinie, ce que l'on appelle une singularité. Ces singularités dérangeaient profondément Einstein. Il les considérait comme un défaut, un signe que la théorie devenait incomplète à ces endroits précis, plutôt qu'une réalité physique acceptable. Leur solution allait consister à modifier, avec une habileté géométrique remarquable, une solution déjà connue depuis 1916, celle d'un physicien allemand nommé Karl Schwarzschild. Karl Schwarzschild avait trouvé, dès 1916, la toute première solution exacte des équations d'Einstein, un exploit mathématique accompli alors qu'il servait sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Sa solution décrit la géométrie de l'espace-temps autour d'une masse sphérique parfaite, sans rotation, une étoile, une planète, ou ce que l'on appellera bien plus tard un trou noir. Schwarzschild meurt quelques mois après cette découverte, emporté par une maladie contractée sur le front, sans jamais savoir à quel point sa solution deviendrait centrale pour toute la physique du XXe siècle. Or, cette solution contient un point mathématique embarrassant. En son centre exact, les équations produisent une valeur infinie, une singularité, là où la théorie elle-même cesse officiellement de pouvoir répondre à la question « Que se passe-t-il ici ?» C'est cette singularité qu'Einstein et Rosen veulent éliminer. Leur méthode est un tour de force de géométrie pure. Ils changent de système de coordonnées, une opération parfaitement légale en relativité générale, où la description mathématique peut varier sans changer la réalité physique décrite. Avec ce nouveau système, la singularité centrale disparaît littéralement de l'équation. Non pas parce qu'elle est résolue physiquement, mais parce que la carte mathématique choisie ne la traverse tout simplement plus. Ce qui apparaît à la place est stupéfiant. Deux copies presque identiques de l'espace, chacune s'étendant à l'infini, reliées entre elles par une gorge étroite, une sorte de goulot d'étranglement géométrique. C'est cette gorge que l'on appellera, des décennies plus tard, le pont d'Einstein-Rosen. Visualisez deux entonnoirs immenses, s'étendant chacun vers l'infini, et dont les extrémités étroites se rejoignent exactement au même endroit, formant une sorte de sablier géométrique à 4 dimensions. C'est l'image la plus fidèle du pont d'Einstein-Rosen que la physique ait produite. Selon l'interprétation choisie, ces deux entonnoirs peuvent représenter deux régions extrêmement éloignées d'un même univers, un raccourci véritable entre deux points du cosmos, ou bien deux univers entièrement distincts, connectés par cette gorge unique. Les équations, à elles seules, ne tranchent pas entre ces deux lectures. Elles décrivent seulement une géométrie. Le sens physique qu'on lui attribue dépend de choix d'interprétation qui, aujourd'hui encore, divisent les physiciens théoriciens. Il faut insister sur un point historique souvent oublié. Ni Einstein ni Rosen n'ont, à aucun moment de leur article de 1935, évoqué la possibilité de voyager à travers ce pont. Ce n'était absolument pas leur intention. Leur objectif restait de modéliser une particule sans singularité, un projet qu'ils considéraient eux-mêmes, dans les lignes finales de leur article, comme seulement partiellement réussi. Le pont géométrique n'était qu'un sous-produit de leur démonstration, une curiosité mathématique presque secondaire à leurs yeux. Pendant plus de 20 ans, cette découverte reste largement ignorée par le reste de la communauté scientifique, cantonnée aux marges de la physique théorique, sans lien avec la question du voyage spatial que nous lui associons aujourd'hui presque automatiquement. Mais une question commence pourtant à émerger, discrètement, dans les cercles restreints de physiciens qui étudient cette géométrie avec attention. Si ce pont existe mathématiquement, un objet, une particule, un vaisseau, un simple rayon de lumière, pourrait-il réellement le traverser? Ou bien s'agit-il d'une figure géométrique statique, un instantané figé dans le temps,
qui ne représente jamais une porte réellement ouverte. Répondre à cette question va exiger un outil que la physique de 1935 ne possède pas encore. Une manière de décrire comment cette géométrie évolue dans le temps, et non plus seulement à quoi elle ressemble à un instant donné. Cet outil n'arrivera que plusieurs décennies plus tard. Il faudra attendre les années 1960 et les travaux de deux physiciens, Martin Kruskal et Georges Sekeres, pour obtenir enfin une carte complète, sans zone d'ombre, de toute la géométrie de Schwarzschild, y compris ce fameux pont. Leur système de coordonnées, aujourd'hui appelé diagramme de Kruskal-Sekeres, va permettre de répondre, avec une précision redoutable, à la question que les physiciens des années 1930 ne pouvaient encore que deviner. Et la réponse, comme nous allons le voir, n'est pas celle qu'un scénariste de science-fiction aurait aimé entendre. Le pont d'Einstein-Rosen existe donc, sans ambiguïté, dans les mathématiques de la relativité générale depuis 1935. Sur ce point, aucun débat n'est possible. C'est une solution exacte des équations, publiée dans une revue à comité de lecture, signée par l'un des plus grands physiciens de l'histoire. Ce qui reste entièrement à démontrer, en revanche, c'est si ce pont peut être traversé par quoi que ce soit. Et c'est précisément la question à laquelle le diagramme de Kruskal-Sekeres va apporter une réponse d'une clarté brutale. Le diagramme de Kruskal-Sekeres révèle une structure à la fois élégante et déroutante. La géométrie complète de Schwarzschild, une fois pleinement cartographiée, se divise en 4 régions distinctes. La première est notre univers extérieur familier, celui où nous observons une étoile ou un trou noir de l'extérieur. La deuxième est l'intérieur du trou noir lui-même, une région d'où rien, absolument rien, ne peut ressortir une fois franchi l'horizon des événements. La troisième région est plus étrange encore. Un trou blanc théorique, l'exact opposé temporel d'un trou noir, d'où la matière ne pourrait que sortir, jamais entrer. La quatrième région, enfin, est un second univers extérieur, une copie miroir d'une autre, connectée à travers la gorge centrale, le pont d'Einstein-Rosen lui-même. C'est précisément l'ajout de la dimension temporelle qui change tout. Dans le diagramme de Kruskal-Sekeres, la gorge qui relie les deux univers n'est pas une structure figée, ouverte en permanence comme un simple tunnel de métro. C'est un phénomène dynamique. La gorge naît, s'élargit jusqu'à un diamètre maximal, puis se referme. Et tout ce processus se déroule sur une durée extraordinairement brève. Ce comportement porte un nom dans la littérature scientifique. On parle d'un pont qui pince ou qui s'effondre sur lui-même, un peu comme une bulle de savon qui gonfle un instant avant d'éclater. Et voici le cœur du problème, celui qui a mis fin, pendant des décennies, à tout espoir de voyage à travers ce pont particulier. Lorsque l'on trace les trajectoires possibles de la lumière, les seules trajectoires capables, en théorie, d'atteindre la vitesse limite autorisée par l'univers, à travers cette géométrie en expansion puis en effondrement, le résultat est sans appel. La gorge se referme complètement avant qu'un rayon de lumière parti de l'un des deux univers n'ait eu le temps d'atteindre l'autre côté. Ce n'est pas une question de vitesse insuffisante de notre technologie. C'est une impossibilité géométrique absolue, valable même pour la vitesse maximale que l'univers autorise. Imaginez une porte qui commence à se refermer au moment même où elle s'ouvre, et qui se referme complètement avant même que le signal le plus rapide possible, la lumière elle-même, n'ait eu le temps de la franchir. C'est exactement la situation décrite par les mathématiques. Les physiciens appellent ce type de pont un trou de verre non traversable. Et c'est, historiquement, la toute première forme de trou de verre découverte par la physique. Un détail technique mérite d'être souligné. La solution de Schwarzschild est ce que l'on appelle une solution du vide. Elle ne contient, par définition, absolument aucune matière. C'est un pont fait de pure géométrie vide. Et c'est précisément cette absence totale de matière qui condamne, mathématiquement, sa traversabilité. On pourrait imaginer une parade. Et si un voyageur se trouvait déjà, par un hasard extraordinaire, exactement au centre de la gorge au moment précis où elle atteint son diamètre maximal. Même dans ce scénario le plus favorable possible, les calculs montrent que ce voyageur serait rattrapé par la singularité future, l'équivalent du centre effondré d'un trou noir, avant d'avoir pu ressortir de l'autre côté. Il n'existe, dans cette géométrie de vide, strictement aucune trajectoire causale, aucun chemin respectant les lois de la physique, qui permettent d'entrer d'un côté et de ressortir de l'autre. Pire encore, des études théoriques ultérieures ont montré que la moindre perturbation, la moindre particule de matière tombant dans le pont,
suffit à précipiter son effondrement encore plus rapidement. Ce résultat, établi progressivement entre les années 1960 et 1970 grâce aux outils développés par Kruskal, Sekeres, puis approfondi par d'autres théoriciens de la relativité générale, a longtemps semblé clore le débat. Un trou de verre de pur vide, tel que l'imaginaient implicitement Einstein et Rosen, ne peut tout simplement pas servir de moyen de transport. La porte se referme trop vite. Mais cette conclusion contenait, en elle-même, une piste pour la suite. Et si le problème ne venait pas de la géométrie elle-même, mais de l'absence totale de matière à l'intérieur du pont? Et si l'on plaçait, dans cette gorge, un ingrédient capable de contrer cet effondrement? La réponse théorique à cette question a un nom précis, et il va occuper le reste de notre voyage. La matière exotique. Une forme de matière ou d'énergie dont la densité, mesurée par un observateur en mouvement à travers l'espace-temps, serait négative. Une telle matière produirait un effet gravitationnel inversé, une forme de répulsion plutôt que d'attraction, capable en théorie de maintenir la gorge ouverte suffisamment longtemps pour qu'un signal, ou même un vaisseau, puisse la franchir. Le problème, et il est de taille, dans toute la physique connue et mesurée à grande échelle, aucune forme de matière ordinaire ne possède cette propriété. Et pourtant, voici l'un des tournants les plus fascinants de cette histoire. La physique quantique connaît bel et bien un phénomène où une forme d'énergie négative apparaît réellement, mesurée en laboratoire, reproduite avec une précision remarquable depuis la fin des années 1990. Ce phénomène ne suffit pas, à lui seul, à ouvrir un trou de verre. Mais il change complètement la nature du débat. L'énergie négative n'est plus une pure fantaisie mathématique. C'est un phénomène physique réel. Il s'appelle l'effet Casimir. Un dernier point de terminologie mérite d'être clarifié avant d'avancer. Dans la littérature scientifique, les expressions « pont d'Einstein-Rosen » et « trou de verre » sont parfois utilisées de façon interchangeable, mais elles ne désignent pas toujours exactement la même chose. Le pont d'Einstein-Rosen, au sens strict de l'article de 1935, décrit spécifiquement la géométrie de vide dérivée de la solution de Schwarzschild, non traversable, comme nous venons de le voir. Le terme plus général de trou de verre englobe aujourd'hui toute une famille de géométries, y compris celles construites plus tard avec de la matière exotique. Garder cette distinction en tête évite bien des confusions lorsque l'on compare les résultats des différentes époques de cette histoire. Pour comprendre l'effet Casimir, il faut d'abord accepter une idée profondément contre-intuitive de la physique quantique. Le vide, au sens strict du terme, n'existe pas. Même une région d'espace totalement débarrassée de toute particule, de tout atome, de tout rayonnement, reste traversée en permanence par ce que l'on appelle des fluctuations quantiques du vide, des paires de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent sur des durées si brèves qu'elles échappent, en temps normal, à toute détection directe. Ce n'est pas une hypothèse marginale, c'est une conséquence directe et bien établie du principe d'incertitude d'Heisenberg, formulé dès 1927, l'un des piliers les plus solides de toute la physique moderne. En 1948, le physicien néerlandais Hendrik Casimir fait une prédiction remarquable. Si l'on place deux plaques métalliques, parfaitement neutres électriquement, à une distance extrêmement faible l'une de l'autre, de l'ordre de quelques centaines de nanomètres, quelque chose d'étrange devrait se produire. L'espace entre les deux plaques restreint le nombre de modes de fluctuation quantique capables d'exister dans cet intervalle étroit, comparé à l'espace infini situé à l'extérieur des plaques. Cette différence crée un déséquilibre de pression. L'énergie du vide entre les plaques devient, par rapport à l'extérieur, effectivement négative. Résultat prédit par Casimir, les deux plaques devraient être attirées l'une vers l'autre, non pas par une force électromagnétique classique, mais par la structure même du vide quantique qui les entoure. Cette prédiction a été vérifiée expérimentalement. Une première confirmation approximative a été obtenue en 1958 par le physicien néerlandais Marcus Sparnaay, mais les incertitudes de mesure restaient trop importantes pour être pleinement convaincantes. Il faudra attendre 1997 pour qu'une mesure de haute précision, réalisée par le physicien Steve Lamoro à l'Université de Washington, confirme la force prédite par Casimir avec un écart de seulement quelques pourcents par rapport à la théorie. Depuis, l'effet Casimir a été reproduit dans de nombreux laboratoires à travers le monde, avec une précision toujours croissante. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un phénomène mesuré, reproductible, aussi solidement établi
que n'importe quel autre résultat de la physique expérimentale moderne. Pour la physique des trous de verre, l'effet Casimir représente une avancée conceptuelle majeure, presque philosophique. Il prouve, sans contestation possible, qu'une région de densité d'énergie négative peut exister réellement dans notre univers, et non pas uniquement sur le papier d'une équation. Cela signifie que l'ingrédient théorique nécessaire pour maintenir un trou de verre ouvert, une densité d'énergie négative, n'est plus une fiction totale inventée pour les besoins de la cause. Il a un équivalent physique mesurable, produit en laboratoire, sur Terre, avec des plaques de métal ordinaires. C'est un point capital, et il mérite d'être répété clairement. L'énergie négative existe. Ce n'est plus la question. La question suivante, en revanche, est beaucoup plus difficile. Voici où l'enthousiasme doit céder la place à la rigueur. La quantité d'énergie négative produite par l'effet Casimir est absolument dérisoire, mesurée en force de l'ordre du femtonewton entre des plaques séparées de quelques centaines de nanomètres. Maintenir ouverte la gorge d'un trou de verre, même d'une taille microscopique, comparable à celle d'un atome, exigerait déjà une densité d'énergie négative très largement supérieure à tout ce que l'effet Casimir peut produire dans sa configuration actuelle. Et pour un trou de verre suffisamment large pour laisser passer un vaisseau spatial, certaines estimations théoriques, dérivées des travaux ultérieurs sur le sujet, évoquent des quantités de matière exotique dont la masse négative équivalente se compterait en multiples de la masse de planètes entières. Nous ne parlons donc pas d'un obstacle technique mineur, mais d'un gouffre de plusieurs ordres de grandeur entre ce que la physique connaît et ce que la traversabilité exigerait. Le second obstacle est tout aussi sérieux que le premier, bien qu'il soit moins souvent mentionné dans les résumés grand public. L'effet Casimir produit une énergie négative localisée entre deux surfaces planes et parallèles, sur une distance extrêmement réduite. La gorge d'un trou de verre, elle, exigerait une distribution d'énergie négative répartie de façon continue le long de toute sa longueur, dans une géométrie courbe et sphérique, maintenue de manière stable dans le temps. Aucun processus physique connu, à ce jour, ne permet de reproduire une telle configuration à une échelle utile. Il ne s'agit pas simplement de produire plus d'énergie Casimir. Il faudrait un mécanisme physique d'une nature différente, que la physique actuelle ne sait tout simplement pas décrire, et encore moins fabriquer. Retenons donc ceci, avec la plus grande clarté possible, car c'est sans doute le point le plus important de toute cette histoire. L'énergie négative existe, elle est mesurée, elle est réelle. Mais la quantité et la configuration précise d'énergie négative nécessaires pour maintenir ouvert un trou de verre traversable n'ont, à ce jour, jamais été observées, ni produites, nulle part dans l'univers connu, ni dans aucun laboratoire sur Terre. Ce n'est pas une question de degrés, c'est un fossé qualitatif entre un phénomène mesuré à l'échelle du nanomètre et une exigence théorique à l'échelle d'un trou de verre traversable. Toute affirmation contraire relève, à ce stade, de la spéculation et non de la science établie. Mais l'écart entre le rêve et la réalité n'a jamais empêché la physique théorique d'avancer. En 1988, un physicien de Caltech, du nom de Kip Thorne, accompagné de son étudiant Michael Morris, publie un article qui ne prétend pas résoudre le problème de la matière exotique. Ils savent pertinemment qu'elle reste hors de portée. Leur objectif est différent et tout aussi important. Établir, avec une rigueur mathématique totale, à quoi devrait ressembler un trou de verre traversable si cette matière exotique existait un jour. Un plan d'ingénierie théorique complet, en quelque sorte. Le mode d'emploi d'un objet dont on ignore encore s'il pourra jamais être construit. L'origine de cette recherche est presque anecdotique, et pourtant parfaitement documentée. En 1985, l'astronome et vulgarisateur Carl Sagan écrit son roman Contact, dans lequel son personnage principal doit voyager jusqu'à l'étoile Vega. Sagan veut éviter le procédé habituel de la science-fiction, un trou noir servant de raccourci, car il sait, en tant que scientifique, qu'un trou noir classique détruirait n'importe quel vaisseau bien avant qu'il n'atteigne son centre. Il consulte alors son collègue Kip Thorne, physicien spécialiste de la relativité générale à Caltech, pour lui demander s'il existe un moyen plus plausible, sur le plan scientifique, de faire voyager son personnage à travers l'espace-temps. Thorne prend la question au sérieux, non pas comme une commande de scénariste, mais comme un véritable défi scientifique. Avec son étudiant en doctorat, Michael Morris, il se met au travail et publie, en 1988, un article dans l'American Journal of Physics,
une revue spécialisée dans l'enseignement de la physique. Le titre lui-même est révélateur. Les trous de verre dans l'espace-temps et leur utilisation pour le voyage interstellaire, un outil pour enseigner la relativité générale. Ce sous-titre n'est pas anodin. Morris et Thorne ne prétendent à aucun moment avoir découvert un moyen réel de voyager dans les étoiles. Ils utilisent le problème comme un exercice pédagogique rigoureux, destiné à explorer les limites exactes de ce que la relativité générale autorise ou interdit. Leur démarche part d'une question inversée par rapport à celle d'Einstein et Rosen en 1935. Plutôt que de partir d'une solution existante et d'en explorer les propriétés, Morris et Thorne partent des propriétés qu'ils souhaitent obtenir. Un trou de verre réellement traversable par un être humain, puis calculent, à rebours, la géométrie et la matière nécessaires. Ils posent d'abord des critères précis. Premièrement, la géométrie ne doit comporter aucun horizon des événements. Cette frontière à sens unique, caractéristique des trous noirs. Un vrai trou de verre traversable doit pouvoir être franchi dans les deux sens. Deuxièmement, les forces de marée subies par un voyageur, la différence de gravité entre sa tête et ses pieds, doivent rester à un niveau supportable par un corps humain, et non le déchiqueter. Troisièmement, le temps nécessaire pour traverser le pont doit rester raisonnable, de l'ordre de quelques heures ou quelques jours pour le voyageur, et non des millénaires. Quatrièmement, et c'est là que le problème de 1935 refait surface avec toute sa force, la gorge doit rester ouverte de façon stable dans le temps, sans s'effondrer avant que le voyageur n'ait eu le temps de la franchir. En combinant mathématiquement ces quatre exigences dans le cadre des équations d'Einstein, Morris et Thorne obtiennent un résultat sans appel, qui confirme et généralise ce que la géométrie de Schwarzschild avait déjà suggéré. Aucune de ces conditions ne peut être satisfaite avec de la matière ordinaire, celle dont la densité d'énergie reste toujours positive, quel que soit l'observateur qui la mesure. Le langage technique utilisé par les physiciens pour décrire cette exigence porte le nom de « violation des conditions d'énergie ». Sans entrer dans le détail mathématique complet, l'idée peut se résumer ainsi. Dans toute la physique classique connue, la densité d'énergie mesurée par n'importe quel observateur, quelle que soit sa vitesse ou sa direction de déplacement, reste toujours positive ou nulle. C'est ce que l'on appelle la condition d'énergie faible, et elle est respectée par toute la matière ordinaire de l'univers. Étoiles, planètes, gaz, poussière, rayonnement. Morris et Thorne démontrent que la gorge d'un trou de verre traversable exige, au minimum au niveau du col le plus étroit, une matière qui viole cette condition, une densité d'énergie négative, précisément le genre de phénomène que l'effet Casimir a montré possible, mais jamais à l'échelle ni dans la configuration requise. Sur le plan géométrique, un trou de verre de Morris-Thorne ressemble à la même image de gorge ou de sablier que celle imaginée par Einstein et Rosen, mais avec une différence structurelle fondamentale. Au lieu d'un pont transitoire, condamné à s'effondrer en une fraction de seconde, il s'agit d'une gorge maintenue ouverte de façon stable, indéfiniment, tant que la matière exotique nécessaire continue d'exister à cet endroit précis. C'est cette permanence théorique qui rend le concept si séduisant pour l'imaginaire, et si exigeant sur le plan physique. Contrairement au pont d'Einstein-Rosen, rien n'oblige non plus cette configuration à relier deux univers séparés. Elle peut tout aussi bien connecter deux points extrêmement distants d'un seul et même univers, ce qui correspond précisément à l'idée populaire du raccourci cosmique. Il est essentiel de souligner que Morris et Thorne eux-mêmes n'ont jamais prétendu que leur trou de verre traversable était réalisable avec la technologie humaine, actuelle ou même prévisible. Dans leur propre article, ils estiment que la quantité de matière exotique nécessaire pour maintenir ouverte une gorge suffisamment large pour un vaisseau spatial dépasserait très largement tout ce qu'une civilisation pourrait raisonnablement espérer produire ou rassembler, y compris à l'échelle de ressources comparables à celles d'une étoile entière. Leur conclusion, honnête et rigoureuse, n'est pas « voici comment construire un trou de verre », mais plutôt « voici exactement ce qu'il faudrait, et voici pourquoi cela reste, avec les connaissances actuelles, hors de portée de toute civilisation que nous puissions imaginer à notre niveau technologique. » L'article de 1988 a eu un effet considérable sur la physique théorique, bien au-delà de la simple curiosité qu'il semblait constituer au départ. Il a légitimé l'étude sérieuse des trous de verre comme un champ de recherche à part entière, où l'on examine rigoureusement les conditions d'énergie, la causalité et la stabilité des géométries exotiques.
Thorne lui-même, dans des travaux ultérieurs menés avec d'autres collègues, a exploré une extension encore plus spéculative. Si un trou de verre traversable pouvait exister, pourrait-on, en théorie, le transformer en une machine à remonter le temps? Cette question reste, précisons-le clairement, purement hypothétique et n'a jamais quitté le domaine des mathématiques spéculatives. Mais elle illustre à quel point l'article de 1988 a ouvert des portes que même ses propres auteurs n'avaient pas totalement anticipées. Ce même Kip Thorne, devenu l'un des physiciens les plus respectés de sa génération, allait recevoir, près de 30 ans plus tard, un appel téléphonique d'un genre très différent. Non pas d'un romancier cherchant à rendre son roman plausible, mais d'un réalisateur de cinéma nommé Christopher Nolan, en train de préparer un film qui allait porter la physique des trous de verre devant des centaines de millions de spectateurs à travers le monde. En 2014 sort Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, un film dans lequel un trou de verre apparaît près de Saturne, ouvrant une route vers une autre galaxie. Kip Thorne n'intervient pas seulement comme consultant occasionnel, il est producteur exécutif du film, et il pose une condition inhabituelle pour Hollywood. Les effets visuels du trou noir et du trou de verre ne doivent pas être le fruit de l'imagination des artistes, mais le résultat de véritables calculs de relativité générale, effectués à partir des équations d'Einstein elles-mêmes. Pour parvenir à ce résultat, l'équipe d'effets visuels du studio Double Negative développe un tout nouveau logiciel de rendu, capable de calculer, image par image, la trajectoire de chaque rayon lumineux à travers l'espace-temps courbé par le trou noir et le trou de verre. Ce n'est pas une image artistique inspirée de la physique, c'est littéralement une simulation numérique des équations d'Einstein appliquées à la lumière. Le résultat est si scientifiquement solide qu'il donne lieu, en 2015, à un article publié dans la revue à comité de lecture Classical and Quantum Gravity, co-signé par Thorne et l'équipe technique du film. Un cas exceptionnel où un effet spécial de cinéma débouche directement sur une publication scientifique reconnue par la communauté des chercheurs. Le résultat visuel surprend d'abord les spectateurs habitués aux portails plats et circulaires du cinéma de science-fiction classique. Le trou de verre d'Interstellar apparaît comme une sphère, et non comme un simple anneau ou une porte à 2 dimensions. Cette forme n'est pas un choix esthétique arbitraire, elle découle directement des calculs de trajectoire lumineuse. La lumière provenant de l'autre côté du trou de verre est déviée par la courbure de l'espace-temps dans toutes les directions autour de la gorge, produisant un effet de lentille gravitationnelle qui donne, de n'importe quel angle d'observation, une apparence sphérique. C'est un exemple rare où l'exactitude scientifique produit, par accident, une image plus fascinante que n'importe quelle invention purement artistique. Il est indispensable à ce stade de bien distinguer 2 choses que l'on confond trop souvent. Le mérite scientifique d'Interstellar réside dans la manière dont il visualise un objet hypothétique. Si un trou de verre traversable, stabilisé par de la matière exotique, existait réellement avec les caractéristiques données par le scénario, voici très précisément à quoi il ressemblerait. C'est un exercice de cohérence physique, remarquablement rigoureux. Ce n'est en aucun cas une preuve, ni même un indice, que de tels trous de verre existent quelque part dans notre univers. Le scénario du film suppose simplement, sans le démontrer, qu'une civilisation extraterrestre avancée aurait résolu le problème de la matière exotique. Cette hypothèse reste, à ce jour, entièrement fictionnelle. Conscient du risque de confusion entre fiction et réalité scientifique, Thorne publie la même année un livre d'accompagnement intitulé The Science of Interstellar, dans lequel il détaille, scène par scène, ce qui relève de la physique solidement établie, ce qui relève d'une extrapolation raisonnable des équations connues, et ce qui relève enfin d'une pure licence artistique nécessaire au récit. Cette transparence a été largement saluée par la communauté des physiciens, qui y voit un exemple rare et précieux de vulgarisation honnête, un film capable de captiver le grand public sans jamais prétendre que la fiction équivaut à une découverte scientifique confirmée. Cet épisode illustre parfaitement la frontière que nous cherchons à tracer tout au long de cette enquête. Une image peut être scientifiquement rigoureuse dans sa construction mathématique tout en représentant un objet dont l'existence réelle reste totalement non démontrée. Le trou de verre d'Interstellar est un chef-d'œuvre de cohérence physique appliqué à une hypothèse. Il n'est, et ne sera jamais, une observation. Cette distinction entre la précision d'un calcul et la réalité d'une découverte va devenir encore plus cruciale dans le prochain chapitre de notre histoire, où la frontière entre mathématiques et physique testable
devient nettement plus floue et nettement plus vertigineuse. Car au même moment où Hollywood filmait des trous de verre imaginaires près de Saturne, une poignée de théoriciens, à des milliers de kilomètres de là, s'attaquait à une question bien plus abstraite et potentiellement bien plus révolutionnaire. Et si les trous de verre n'étaient pas seulement des objets hypothétiques dispersés çà et là dans l'univers, mais une propriété fondamentale, omniprésente, cachée au cœur même de la mécanique quantique? Voici une coïncidence historique que la physique a mis près de 80 ans à prendre pleinement au sérieux. En 1935, la même année où Einstein et Rosen publient leur article sur le pont géométrique, Einstein publie un second article, avec Boris Podolsky et le même Nathan Rosen, portant sur un tout autre sujet, les fondements de la mécanique quantique. Cet article, connu sous le nom de paradoxe EPR, pour Einstein, Podolsky, Rosen, décrit un phénomène qu'Einstein juge si étrange qu'il le qualifie, dans sa correspondance privée, d'action fantomatique à distance. Deux particules, une fois intriquées, semblent rester connectées instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare ensuite. L'intrication quantique, aujourd'hui, n'est plus un sujet de controverse. C'est l'un des phénomènes les mieux vérifiés expérimentalement de toute la physique moderne. Les expériences dites « tests de Bell », menées notamment par le physicien français Alain Aspect dès 1982, puis affinées sur plusieurs décennies, ont confirmé sans ambiguïté la réalité de ce lien quantique entre particules éloignées. En 2022, Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger reçoivent le prix Nobel de physique précisément pour ses travaux sur l'intrication. Il faut le préciser clairement, l'intrication quantique n'autorise aucune communication plus rapide que la lumière, contrairement à une idée reçue répandue. Mais le lien statistique entre particules intriquées, lui, est un fait expérimental solidement établi, mesuré des milliers de fois en laboratoire. En 2013, les physiciens Juan Maldacena de l'Institute for Advanced Study, le même lieu où travaillait Einstein en 1935, et Leonard Susskind de l'Université Stanford, publient une conjecture audacieuse qu'ils résument par une formule volontairement provocatrice, ER égale EPR. Leur idée centrale est la suivante. Et si le pont d'Einstein-Rosen géométrique et le paradoxe d'intrication quantique EPR n'étaient, au fond, que deux descriptions différentes d'un seul et même phénomène? Selon cette conjecture, chaque paire de particules intriquées serait reliée, littéralement, par un trou de verre microscopique, non traversable, exactement comme celui de Schwarzschild, invisible à toute mesure directe, mais mathématiquement présent dans la structure de l'espace-temps sous-jacent. Cette conjecture ne surgit pas de nulle part. Elle s'appuie sur un cadre théorique développé par Maldacena lui-même dès 1997, connu sous le nom de correspondance AD-S-CFT, ou principe holographique. Cette idée, elle-même encore non prouvée expérimentalement mais extrêmement influente en physique théorique, propose qu'une théorie de la gravité, décrite dans un espace courbe particulier appelé espace anti-de Sitter, soit mathématiquement équivalente à une théorie quantique sans gravité, vivant sur la frontière de cet espace. Un peu comme un hologramme contient toute l'information d'une scène en 3 dimensions sur une surface plane en 2 dimensions. C'est dans ce cadre très spécifique, encore largement théorique, que Maldacena et Susskind développent leur conjecture ER égale EPR. Si cette conjecture se révélait exacte, ses implications seraient considérables, bien au-delà de la simple question des trous de verre. Elle suggérerait que la géométrie même de l'espace-temps, la structure qui relie un point de l'univers à un autre, pourrait émerger directement de l'intrication quantique entre particules, plutôt que d'être une scène fixe sur laquelle la physique quantique se contente de se dérouler. Autrement dit, l'espace lui-même serait, en un sens profond, tissé par l'intrication. C'est l'une des pistes les plus sérieuses actuellement explorées par les théoriciens cherchant à unifier la mécanique quantique et la relativité générale, deux piliers de la physique qui, aujourd'hui encore, refusent obstinément de s'accorder parfaitement entre eux. Il faut, une fois encore, être d'une honnêteté totale sur le statut de cette idée. ER égale EPR demeure une conjecture, c'est-à-dire une hypothèse mathématiquement motivée, mais non démontrée de façon rigoureuse et générale. Elle a surtout été étudiée et testée dans le cadre de modèles théoriques simplifiés, formulés dans un espace anti-de Sitter, une géométrie mathématique pratique pour les calculs,
mais qui ne correspond pas à la structure de notre propre univers. Notre cosmos réel possède une constante cosmologique positive, une expansion qui accélère, une géométrie globalement différente de ces modèles de laboratoire théoriques. Aucune expérience, à ce jour, n'a permis de tester directement la conjecture ER égale EPR dans notre univers tel qu'il est réellement structuré. Ajoutons un dernier détail essentiel, souvent oublié dans les résumés trop enthousiastes de cette conjecture. Même si ER égale EPR se révélait exact, le trou de verre reliant deux particules intriquées resterait, selon la théorie elle-même, non traversable, exactement comme le pont original de Schwarzschild, découvert en 1935. Il ne s'agirait en aucun cas d'un moyen de transport, même microscopique, même théorique. Ce serait une description géométrique profonde de la nature de l'intrication, et non une porte ouverte vers un raccourci physique. La distinction entre ces deux idées, la structure géométrique sous-jacente d'un côté, la possibilité de la traverser de l'autre, reste, encore une fois, absolument centrale pour ne pas confondre élégance mathématique et application pratique. Mais en 2017, un trio de physiciens allait justement pousser cette question un cran plus loin. Et si, dans le cadre très particulier de ces modèles théoriques d'espace anti de Sitter, on pouvait effectivement rendre un tel pont traversable, ne serait-ce que brièvement, en s'inspirant directement des leçons tirées de l'effet Casimir et de la conjecture ER égale EPR. Leur réponse allait, quelques années plus tard, être testée d'une manière que personne n'aurait imaginée en 1935, sur un processeur quantique. La conjecture ER égale EPR a immédiatement suscité une intense discussion au sein de la communauté des physiciens théoriciens spécialisés en gravité quantique, publiée dans la revue Fortschritt der Physik. Certains chercheurs l'ont accueilli comme une piste prometteuse vers l'unification tant recherchée entre mécanique quantique et relativité générale. D'autres sont restés prudents, soulignant qu'une formule aussi élégante ne constitue pas, en elle-même, une preuve, et qu'elle demande encore des années de travail mathématique pour être pleinement comprise, voire simplement testée, dans des cas plus généraux que les modèles jouets où elle a été formulée. Cette prudence, loin d'être un désaveu, fait partie intégrante du fonctionnement normal de la science théorique de pointe. En 2017, les physiciens Ping Gao, Daniel Jafferis et Aaron Wall publient un article dont le titre technique « Trou de verre traversable via une déformation à double trace » cache une idée d'une élégance redoutable. Leur point de départ est un objet théorique déjà étudié par Maldacena dès 2001, un trou noir dit « éternel », une solution mathématique décrivant deux trous noirs dans deux univers distincts, intriqués quantiquement l'un avec l'autre et reliés par un pont d'Einstein-Rosen non traversable. Exactement le genre de configuration suggérée par la conjecture ER égale EPR. Gao, Jafferis et Wall introduisent alors un ingrédient nouveau. Ils couplent directement les deux systèmes quantiques situés aux deux extrémités de cette configuration. Un peu comme si l'on connectait deux laboratoires isolés par un canal de communication direct. En calculant précisément les effets quantiques produits par cette interaction, ils démontrent qu'elle génère, à travers la gorge du trou de verre, un flux d'énergie négative, exactement le type d'ingrédient identifié, depuis Morris et Thorne, comme nécessaire pour empêcher l'effondrement du pont. Le mécanisme rappelle directement l'effet Casimir, mais transposé dans ce cadre théorique très spécifique des trous noirs intriqués en espace anti-de Sitter. Le résultat de leur calcul est remarquable. Cette quantité d'énergie négative, bien que minuscule, suffit, dans ce modèle précis, à maintenir la gorge du trou de verre suffisamment ouverte pour permettre à un signal, en principe une particule ou un paquet d'informations, de la traverser avant que le pont ne se referme à nouveau. C'est la toute première fois qu'un calcul rigoureux, ancré dans un cadre de gravité quantique cohérent, démontre mathématiquement l'existence d'une fenêtre de traversabilité réelle, même extraordinairement brève et étroite. L'exploit scientifique est authentique, mais il est indispensable de comprendre exactement dans quel cadre il se produit. Premier point capital, ce résultat n'a jamais été calculé, ni même envisagé, pour l'espace-temps de notre univers réel. Il s'applique exclusivement à ce cadre théorique de l'espace anti-de Sitter, une géométrie mathématique à constante cosmologique négative, utilisée comme un outil de calcul extrêmement puissant pour explorer la gravité quantique, mais qui ne correspond en rien à la structure de l'univers observable dans lequel nous vivons. Certains physiciens résument cette distinction par une formule plus imagée,
ce trou de verre traversable existe, mais dans un univers en carton, un modèle jouet construit spécifiquement pour permettre le calcul, et non dans le cosmos réel que nous habitons. Deuxième point capital, ce qui traverse, dans ce modèle, n'est pas un vaisseau, ni même une particule macroscopique au sens habituel. Il s'agit d'un signal quantique extrêmement ténu, une information encodée dans l'état d'un système quantique, transmise à travers une fenêtre de traversabilité dont la durée est fixée par les paramètres du calcul théorique, et qui reste, dans tous les scénarios envisagés, incomparablement plus courte et plus étroite que tout ce qu'exigerait un trajet réel, même à l'échelle subatomique. Les physiciens qui travaillent sur ce sujet sont les premiers à insister sur cette échelle. Nous parlons ici de physique de l'information quantique, pas de transport de matière. En 2019, une analyse plus poussée, menée notamment par Maldacena en collaboration avec les physiciens Douglas Stanford et Jianbin Yang, révèle un fait supplémentaire fascinant. Ce processus de traversabilité, décrit dans le langage de la géométrie de l'espace-temps, est mathématiquement identique à un protocole bien connu de l'information quantique appelé téléportation quantique, une technique expérimentalement démontrée dès 1997 par l'équipe d'Anton Zeilinger, et reproduite depuis dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Autrement dit, tout ce qui se produit dans ce trou de verre traversable théorique peut être entièrement redécrit, sans jamais mentionner l'espace-temps ni la géométrie, en utilisant uniquement le vocabulaire, bien établi, de la téléportation d'états quantiques entre particules intriquées. C'est précisément cette équivalence qui va permettre, en 2022, l'expérience qui a fait la une de nombreux médias à travers le monde. Une équipe dirigée par Daniel Jeffries, l'un des 3 auteurs de l'article de 2017, utilise le processeur quantique Sycamore de Google, composé de 9 qubits soigneusement configurés, pour simuler la dynamique exacte prédite par leur modèle théorique de trou de verre traversable. Les résultats sont publiés dans la revue Nature en décembre 2022. Les titres de presse, eux, annoncent que des physiciens ont créé un trou de verre en laboratoire, une formulation qui allait provoquer un débat intense et une controverse durable au sein même de la communauté scientifique. La grande majorité des physiciens spécialisés dans ce domaine, y compris certains membres de l'équipe elle-même dans leurs déclarations les plus prudentes, ont tenu à clarifier ce qui s'était réellement produit. Aucun véritable trou de verre, aucune courbure réelle de l'espace-temps n'a été créée dans ce laboratoire. Le processeur quantique à 9 qubits a simulé, numériquement, la dynamique mathématique prédite par le modèle théorique de 2017. Un peu comme un ordinateur peut simuler la formation d'un ouragan sans jamais produire le moindre souffle de vent réel. Aucune particule, aucun signal n'a physiquement traversé l'espace à travers une géométrie courbée. Ce qui a été démontré, c'est que les équations elles-mêmes se comportent bien, sur un ordinateur quantique, exactement comme la théorie le prédit. L'expérience de 2022 reste, malgré la controverse médiatique, une avancée authentique et respectée pour la recherche en gravité quantique. Elle confirme, dans un cadre expérimental concret, la cohérence interne de ces modèles théoriques reliant intrication, information quantique et géométrie de l'espace-temps. C'est un résultat précieux pour les chercheurs qui tentent d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Mais son implication pour un voyage interstellaire réel ou même pour l'existence physique d'un trou de verre quelque part dans notre galaxie est exactement nulle. Aucun de ces résultats théoriques ne nous rapproche d'un centimètre d'une preuve observationnelle. Et cette absence totale d'observation directe mérite, à elle seule, tout un chapitre de notre enquête. Après ce long parcours à travers les mathématiques, il est temps de poser la question la plus simple et la plus dérangeante. A-t-on, un jour, observé un trou de verre quelque part dans l'univers réel? La réponse, à ce jour, est un non catégorique et sans exception. Aucun télescope, aucun détecteur, aucune mission spatiale n'a jamais recueilli la moindre preuve observationnelle de l'existence d'un trou de verre, nulle part dans le cosmos observable. Comparons cela à un domaine voisin, celui des trous noirs, où la situation est radicalement différente. En 2015, les détecteurs LIGO enregistrent pour la toute première fois les ondes gravitationnelles produites par la fusion de 2 trous noirs, validant une prédiction vieille d'1 siècle et ouvrant une toute nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers. En 2019, la collaboration Event Horizon Telescope publie la première image directe d'un trou noir, celui situé au centre de la galaxie M87, suivi en 2022 par l'image de Sagittarius A, le trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée.
Ces découvertes ont été répétées, confirmées, examinées par des centaines de chercheurs indépendants à travers le monde. Les trous noirs, aujourd'hui, ne sont plus une hypothèse. Ce sont des objets observés, photographiés, mesurés directement. La raison de cette absence totale d'observation n'est pas un manque d'effort de la part des astronomes. Dès 1995, le physicien John Cramer et ses collègues ont proposé une méthode théorique pour détecter un éventuel trou de verre. Si un tel objet passait devant une source de lumière lointaine, il devrait produire une signature de lentille gravitationnelle très particulière, différente de celle causée par une étoile ordinaire. Un pic de lumière achromatique, c'est-à-dire identique à toutes les longueurs d'onde, avec une forme caractéristique distincte des micro-lentilles classiques. Des recherches ont été menées, notamment en analysant des données d'observation de micro-lentilles gravitationnelles déjà collectées pour d'autres objectifs. Aucune de ces recherches n'a, à ce jour, révélé de signature correspondant aux prédictions théoriques. D'autres pistes de recherche ont été explorées plus récemment. Certains théoriciens ont proposé que l'image d'un trou de verre, capturée par un instrument comme l'Event Horizon Telescope, pourrait présenter une ombre légèrement différente de celle d'un trou noir classique. D'autres ont suggéré que l'absence d'horizon des événements pourrait produire de faibles échos dans le signal des ondes gravitationnelles enregistrées après la fusion de deux objets compacts, un signal résiduel qui ne devrait pas exister si l'objet était un trou noir ordinaire. Des annonces préliminaires évoquant de tels échos ont circulé entre 2016 et 2017, mais des analyses statistiques plus rigoureuses, menées par d'autres équipes indépendantes, n'ont pas confirmé la significativité de ces signaux. À ce jour, aucune de ces pistes n'a produit de détection reconnue par la communauté scientifique. Il est essentiel, pour conclure honnêtement cette enquête, de ne pas confondre deux idées différentes. La relativité générale elle-même est l'une des théories les mieux vérifiées de toute l'histoire des sciences. Elle a été confirmée par la déviation de la lumière observée lors de l'éclipse de 1919 par l'équipe d'Arthur Eddington, par le fonctionnement quotidien des satellites GPS qui doivent corriger en permanence les effets de dilatation du temps qu'elle prédit, par la détection directe des ondes gravitationnelles et par l'imagerie directe des trous noirs. Rien de tout cela n'est en question. Mais le fait qu'une théorie soit juste ne signifie pas que chacune de ces solutions mathématiques possibles corresponde à un objet réellement présent quelque part dans la nature. On peut illustrer cette idée par une analogie tirée d'un tout autre domaine de la physique. Les équations qui décrivent l'écoulement des fluides autorisent, sur le papier, une quantité vertigineuse de configurations d'écoulement, dont beaucoup ne se produisent jamais dans les rivières ou les océans réels, simplement parce que les conditions nécessaires pour les déclencher ne se rencontrent jamais dans la nature telle qu'elle existe. Il en va exactement de même pour les équations d'Einstein. Elles autorisent mathématiquement des trous de verre, des cordes cosmiques et même certaines configurations théoriques de machines à voyager dans le temps. Mais la nature, jusqu'à preuve du contraire, ne semble tout simplement pas produire les conditions exotiques, la matière à densité d'énergie négative en quantité suffisante, nécessaire pour réaliser physiquement ces solutions. Le consensus actuel parmi les physiciens spécialisés dans ce domaine peut se résumer ainsi. Sans grande controverse entre eux, rien, dans les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui, n'interdit absolument, dans l'abstrait, l'existence d'un trou de verre traversable macroscopique. Mais rien, non plus, dans l'univers observable, ne suggère que les conditions nécessaires à son existence soient jamais réunies. La recherche continue, activement, dans les laboratoires théoriques du monde entier, non pas comme une feuille de route vers un futur moyen de transport, mais comme un outil précieux pour comprendre les liens profonds entre gravité, information et mécanique quantique, l'un des plus grands chantiers inachevés de la physique du XXIe siècle. Voilà donc où en est réellement la science, aujourd'hui, sur la question des trous de verre. Non pas la version simplifiée des bandes-annonces de cinéma, ni le scepticisme paresseux qui rejetterait tout le sujet en bloc, mais la réalité nuancée, rigoureuse, et finalement tout aussi fascinante, d'une idée qui a traversé près d'un siècle de physique sans jamais quitter le terrain des mathématiques. Il existe même des objets théoriques alternatifs, comme les étoiles à bosons ou les gravastars, capables de produire, dans certains scénarios extrêmes, une image observationnelle presque similaire à celle d'un trou noir classique, ce que les physiciens appellent des imitateurs de trous noirs. Les données actuelles de l'Event Horizon Telescope, aussi précises soient-elles, ne permettent pas encore d'exclure absolument toutes ces alternatives exotiques avec une certitude à 100%.
mais elles favorisent très largement, par leur cohérence avec les prédictions de la relativité générale standard, l'interprétation classique du trou noir plutôt que n'importe quelle géométrie de trou de verre ou d'objets exotiques alternatifs. La prudence scientifique n'est pas de l'incertitude totale. C'est une hiérarchie claire de probabilités, fondée sur les données disponibles. Il est utile, également, de comprendre pourquoi les trous de verre reviennent si souvent dans les médias, malgré cette absence totale de preuves. Le sujet combine tout ce qui capte l'attention. Des noms prestigieux comme Einstein, une promesse vertigineuse de voyage instantané, et une terminologie suffisamment technique pour impressionner, sans être toujours bien expliquée. Il suffit qu'une expérience de physique fondamentale, aussi pointue que celle de 2022 sur un processeur quantique, touche de près au vocabulaire des trous de verre pour que les titres s'emballent. Comprendre la différence entre une simulation mathématique et une découverte physique n'est pas un détail technique réservé aux spécialistes. C'est, très concrètement, ce qui sépare une information rigoureuse d'un titre trompeur. Cette question du caractère testable ou non de certaines théories dépasse largement le seul sujet des trous de verre. Une partie de la communauté des physiciens s'interroge, depuis des années, sur le statut scientifique de cadres comme la correspondance ADS-CFT ou la théorie des cordes dont elle est issue. Des constructions mathématiques d'une cohérence interne remarquable, mais qui n'ont, à ce jour, produit aucune prédiction vérifiable de façon indépendante par une expérience de laboratoire ou une observation astronomique. Ce débat, parfois vif, ne remet pas en cause la valeur de ces outils pour explorer des questions profondes. Il rappelle simplement qu'en physique théorique de pointe, la frontière entre une bonne idée mathématique et une théorie scientifique confirmée reste, plus que jamais, un sujet de vigilance constante. Résumons, une dernière fois, avec toute la précision que ce sujet mérite. Ce qui est solidement établi, la relativité générale, l'intrication quantique, l'effet Casimir, la téléportation quantique. Ce qui est une conjecture théorique sérieuse, mais non démontrée, ER égale EPR. Ce qui est une solution mathématique exacte, mais non traversable, le pont de Schwarzschild de 1935. Ce qui est un plan théorique cohérent, mais exigeant une matière jamais observée à la bonne échelle, le trou de verre de Morris et Thorne. Ce qui est une simulation numérique confirmant des équations, sans aucun voyage réel, l'expérience de 2022. Et ce qui reste, pour l'instant, entièrement de la fiction, le vaisseau qui franchit la porte. Et pourtant, malgré cette réponse honnête, presque prudente, il reste quelque chose d'immense dans cette histoire. Le simple fait qu'un être humain, assis à un bureau en 1935, ait pu écrire une équation décrivant un pont entre deux univers, et que cette équation continue, 90 ans plus tard, d'inspirer des expériences sur des ordinateurs quantiques, des films vus par des centaines de millions de spectateurs, et des débats parmi les plus grands esprits de la physique théorique, cela dit quelque chose de profond sur la puissance des mathématiques à explorer des mondes que nos yeux ne verront peut-être jamais. La frontière entre ce que l'univers permet et ce qu'il choisit réellement de construire reste, à ce jour, l'une des plus grandes énigmes ouvertes de la physique. Si ce voyage entre les mathématiques et les étoiles vous a captivé, abonnez-vous à Le Voyageur Cosmique. Chaque semaine, nous explorons ensemble les frontières les plus vertigineuses de la physique, toujours avec la même règle que nous avons suivie aujourd'hui. Distinguer, avec la plus grande rigueur, ce que la science a prouvé de ce qu'elle imagine encore. L'univers regorge de portes que nous n'avons pas fini d'explorer. La prochaine se trouve peut-être dans notre prochaine vidéo. À très bientôt, voyageurs.